Il est l'entraîneur nouvelle génération que s'arrachent les plus grands combattants du MMA français. Son équipe comprend désormais les stars Nassourdine Imavov, Benoît Saint-Denis et Baysangour Shamsudinov, pour citer les plus célèbres, mais aussi une escouade de tueurs et tueuses à gages d'élite, moins connus du grand public, mais qui vont tout exploser dans les années à venir. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi et comment Nicolas Haute est-il devenu une telle moissonneuse-batteuse de talent, enchaînant les performances, et qui a notamment avec Imavov réussi à accrocher l'une des plus grosses victoires de l'histoire du MMA français lorsque celui-ci a mis KO la légende Israël Adesanya? Eh ben, pour le savoir, nous sommes allés à la source directement, et pendant des mois, nous l'avons suivi, filmé, interrogé, espionné, séquestré même peut-être, pour comprendre l'homme qui se cache derrière le scientifique du combat, pour comprendre les secrets de l'armée de Nicolas Haute. La dernière fois, on vous a montré comment on pouvait créer gratuitement un site web ultra quali en seulement 4 étapes grâce à l'app Site Web d'Odoo, la plateforme de gestion tout en un. Et pour tous ceux qui étaient absents en classe la dernière fois, regardez cette merveille créée en quelques minutes seulement. Est-ce que c'est magnifique ou est-ce que c'est pas magnifique? Et on va poursuivre le développement de notre site, cette fois pour que vous voyez à quel point c'est simple. J'ajoute une nouvelle page dédiée à Nicolas Haute. Et c'est ultra simple, on ajoute une nouvelle page, on choisit le modèle qui nous convient et on construit tout avec un système de glisser-déposer, drag and drop en anglais. Pas besoin d'être développeur, tout est fait pour qu'un débutant s'y retrouve. On peut ajouter ce qu'on veut, texte, images, boutons, titres, etc. Et surtout, tout est 100% personnalisable. Les textes, on les écrit nous-mêmes ou on peut se faire aider directement par ChatGPT depuis Odoo. Les images, soit on les importe, soit on les pioche dans la bibliothèque libre de droit Unsplash intégrée. Et pour le style, il suffit d'ajouter quelques animations ou formes pour donner une vraie identité visuelle au site. Même la mise en page se fait en 2 secondes grâce à la grille d'organisation. Et ce qui est top, c'est que Odoo peut grandir en même temps que vous. Besoin d'une autre app pour facturer, gérer vos clients ou vendre en ligne? Vous ajoutez ça plus tard, directement depuis votre base de données Odoo. Car Odoo, c'est une plateforme ultra complète avec plus de 45 applications pour gérer son activité, que ce soit de la facturation, CRM, gestion de projet, signature électronique et bien d'autres choses encore. La première application, comme le site web, est gratuite à vie avec support et hébergement illimité. Et avec l'app Site Web, Odoo vous offre même un nom de domaine personnalisé pendant 1 an. Testez par vous-même avec le lien en description et en commentaire épinglé. Et maintenant, revenons à notre cheat code qu'est Nicolas Haute. Je m'appelle Nicolas Haute, je suis entraîneur de MMA, préparateur physique, nutritionniste. J'ai pratiqué les sports de combat depuis très longtemps. J'ai commencé par le taekwondo, que j'ai pratiqué en compétition. J'étais champion d'Essonne, d'Île-de-France et 3e au France junior. Ensuite, j'ai fait de la boxe française. Pareil, j'ai fait de la compétition. Ensuite, je me suis tourné vers le grappling, où j'ai fait vice-champion de France. J'ai une ceinture noire de JJB et de lutte à livrer. Et après, j'ai fait du MMA. J'ai fait 3e au championnat du monde amateur et j'ai fait quelques combats professionnels, dont 2 combats dans les plus grosses organisations européennes à l'époque, qui étaient le BAMA et le Cage Warriors. J'étais un combattant qui était stressé avant les combats, et comme j'étais stressé, ce stress il me poussait à faire la guerre. Donc tu vois, l'approche intelligente que je peux avoir aujourd'hui avec du recul, etc., je l'avais pas forcément dans le combat. J'avais un répertoire technique qu'aujourd'hui je jugerais relativement pauvre, mais j'avais un stress qui me poussait vers l'avant et qui me faisait être très combatif. Et si on a une soumission, on prend la soumission aussi. En fait, on a un grappling agressif, pas un grappling gentil, JJB, école, on a un grappling agressif de MMA. C'est ce que je veux qu'on ait. Le parcours d'entraîneur, comment est-ce que ça s'est mixé? Comment est-ce que c'est arrivé? C'était au même moment. En réalité, tu sais, moi j'ai fait des études en sciences et techniques des activités physiques et sportives, donc au STAPS, que j'ai terminé aux États-Unis. L'idée des études, c'était ensuite de pouvoir avoir une fonction de préparateur physique, donc d'encadrer la performance sportive d'athlètes de haut niveau. J'ai passé des BPGEPS. J'ai eu des opportunités de coaching qui ont fait que j'ai pu enseigner tout d'abord à des amateurs, et puis très rapidement à des professionnels qui étaient très forts, qui étaient les plus forts professionnels de l'époque. J'avais un tapis au MMA Factory qui était le tapis de Carla Moussou, de Francis Ngannou, de Michael Lebou, de Damien Lapillus, Taylor Lapillus, Cyril Gann, Nassourdine Imavov, etc., etc. Et sur ce tapis, on m'a rapidement laissé les manettes pour pouvoir coacher, pour pouvoir encadrer les séances. Et donc tout s'est fait en parallèle et progressivement, en fait, j'ai délaissé ma carrière de combattant au profit de ma carrière d'entraîneur. N'oubliez pas, dès que je vois que... Il y a 2 choses. Dès que je vois que je suis ici et qu'il commence à lever ses genoux, moi c'est le signe que je vais le perdre.
je garde la mâchoire ici, je garde la tête basse, je le remets sur les genoux. C'est un choix qui s'est fait naturellement parce que j'étais pas l'élite des combattants de MMA. Parce que à l'époque, on combattait dans les plus grosses organisations européennes, mais pour 200 €, 300 €. Donc j'avais déjà des responsabilités dans lesquelles j'encadrais des athlètes de très très haut niveau. Mais en parallèle de ça, il fallait s'entraîner pour une grosse incertitude. On n'avait pas de combat. Quand on avait un combat, on était prévenu en dernière minute. Et comme en plus j'étais sur un des tatamis les plus concurrentiels de France et d'Europe, je pouvais constater que j'avais pas le meilleur niveau de France et d'Europe. Et donc le choix, si tu veux, tout naturellement, d'aller vers quelque chose que je maîtrisais plus et qui avait une perspective long terme qui était plus intéressante, il s'est offert à moi assez naturellement. Quand tu vis ça, quand tu vis ce moment-là avec Nas, c'est un très très mauvais moment. Et je suis content de voir que je ne suis pas le seul à le vivre, ce moment-là. Quand il cale sa tête sur la tienne, tu as l'impression qu'il pèse 1 tonne. Très mauvais moment. C'est-à-dire qu'au début, quand on m'a confié les fonctions de coach, c'était trop. Quand je me suis retrouvé à coacher sur le tatami du MMA Factory, j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais qui suis-je pour coacher Francis Ngannou, à Taylor Lapillus, à Damien Lapillus, à Carla Moussou, etc. Mais rapidement, j'ai eu la chance d'avoir des très bons retours de ces gens-là. Et donc, eux m'ont mis en confiance, et puis ensuite, tu accompagnes quelqu'un, et puis ça se passe bien, et du coup, tu accompagnes quelqu'un d'autre, et au fur et à mesure du temps, tu prends confiance en toi. Et après, effectivement, tu nourris l'ambition d'entraîner des gens qui sont forts. Break, c'est bon les gars, c'est bon. T'as vu quand il fait ça là? Ce truc, il met sa tête au-dessus de ta tête. Il pèse 1 tonne. T'es là en train de galérer. Ensuite, tu mets ta main là. Ensuite, tu t'enlèves la main. Ensuite, tu te retrouves là. Oh. La méthode Nicolas Haute, c'est des tournures qu'on aime bien utiliser dans les médias. Est-ce que tu es d'accord avec cette tournure? Et si oui, quelle est-elle? Quel est ton secret, en gros? Je pense que mon ingrédient à moi, c'est d'essayer d'être toujours curieux, d'essayer de toujours s'améliorer, partir du postulat de base qu'on n'a pas le savoir omniscient, qu'on ne sait pas tout, et donc qu'il faut s'entourer de gens qui savent, qu'il faut aller chercher les informations et qu'il faut progresser d'entraînement en entraînement pour faire performer nos athlètes. À partir de là, il y a des choses qui sont propres à ma méthodologie, c'est-à-dire que je pense qu'il faut beaucoup faire, je pense qu'il faut beaucoup de travail. Ça, c'est dans mon ADN, le travail. Dans cet ADN de travail, je pense qu'il faut beaucoup répéter les choses. Et je pense que le temps, il est réduit, le temps dans un athlète et le temps dans une semaine d'entraînement. Et du coup, quand le temps est réduit, il faut beaucoup travailler sur ce qui est important et délaisser ce qui n'est pas important. Je dirais qu'au cœur de la méthode Nicolas Haute, il y a une hiérarchisation de l'entraînement qui est très très importante. C'est-à-dire mettre au cœur de l'entraînement ce qui est important et le faire énormément. Et ce qui n'est pas important, l'éloigner, ne pas le faire beaucoup, ne pas le faire du tout. Et puis ensuite, la méthode elle repose aussi sur des piliers, des gens qui sont très performants, que ce soit sur la lutte, on peut penser à Maxime François, que ce soit sur le sol, on peut penser à Thomas Loubersan, que ce soit sur le pied-point, on peut penser aux frères Mahmoudi, mais aussi plein d'autres gens sur lesquels on va aller chercher du savoir, des informations pour répondre à des problématiques qui sont très précises, qui sont les problématiques que mon combattant a pour son combat qui va arriver dans quelques semaines. Ce qui différencie peut-être ma façon de travailler de celle d'autres entraîneurs, c'est que j'ai des athlètes qui sont à très haut niveau et qui ont des nécessités de performer à très court terme. Et forcément, quand un entraîneur du quotidien, il prend un athlète, il a 3 ans, 4 ans, 5 ans pour le faire progresser. Moi, ce n'est pas mon cas. Quand je prends un athlète, dans 3 mois, il va affronter quelqu'un qui est au top mondial dans sa catégorie. Et donc, je suis obligé d'être très décisif, d'avoir beaucoup de discernement sur les choix que j'effectue, de façon à ce que tout ce qu'on met en place le fasse progresser pour l'échéance qui arrive là tout de suite. Et donc, c'est peut-être ce qui différencie mon entraînement d'autres entraînements. Voilà! Regarde ce que je vais faire! Je suis parti en Fight Week avec Benoît et je suis parti en Fight Week avec une équipe que finalement je connaissais très peu. J'avais été une fois à Bayonne. La première des choses, c'était de rencontrer ses coachs à Bayonne, ses coachs de longue date, c'est des gens qui travaillent depuis très longtemps avec lui. Donc il fallait que je les rencontre d'un point de vue technico-tactique, comment ils font leurs séances, comment ils les organisent, mais aussi d'un point de vue humain. C'est important, c'est de l'humain. Et il n'y a personne, il y a 0 coach au monde qui aime être dirigé. T'es coach parce que tu veux diriger ta séance. Je les ai découverts là-bas. On a passé un moment exceptionnel là-bas, c'était super kiffant. Tu t'es jeté, fais précis, tourne l'épaule, tout va bien se passer. Tu vas toucher. Oui, là, gauche droite libre. Voilà. Tire, serre, tire. Boum, pression tête. Benoît Saint-Denis, il a expliqué dans une phrase qui a fait pas mal de bruit qu'on ne peut pas être soldat et général en même temps.
Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord avec ça. La plupart des combattants qui ont voulu être leur propre coach, ils se sont perdus et au final, ça leur a porté préjudice. Je pense que le métier de combattant, il est très très dur. Je pense que si tu n'as pas quelqu'un qui fait le travail pour toi, qui analyse et qui te dit aujourd'hui on va travailler ça, et que quand tu es fatigué, bah, tu le fais quand même. Quand tu dois être un soldat, ouais, effectivement. Pour autant, c'est pas parce que tu es soldat que tu n'as pas ton ressenti. Tu vois, moi je discute beaucoup, que ce soit avec Benoît, avec Baki, avec Nassourdine, avec Delphine, je discute beaucoup de leur ressenti, de leur analyse, parce qu'ils ont une perception, ils ont des choses. Ce sont des combattants de très haut niveau, donc il y a des choses qu'ils sentent ou qu'ils voient que moi j'ai pas forcément vu. Oui, continue le poids, continue le poids, continue le poids. Le poids, là, sur la tête. Ah oui, aïe, un peu mal. C'est bon. Même si c'est un Benoît qui est en train de weight cutter, c'est comment de prendre les genoux, de prendre le clinch de Benoît et tout ça. Ouais, bah c'est le métier. En tout cas, moi, c'est le métier comme je le vis, moi. T'as vu, on a rarement l'occasion de faire ça et de voir ça. Mais y a des fois, il faut mouiller le maillot parce qu'on est sur place et que la meilleure façon de le faire, c'est comme ça. Et donc, on mouille le maillot et puis ça permet à Benoît, c'est lui le centre du projet, donc de travailler de la meilleure des façons possibles. Sur la lutte, je sens quand sa tête elle est bien positionnée, quand sa tête elle est mal positionnée. Je lui dis là c'est bof, là c'est super. Et donc on fait vraiment, on fait les choses. C'est pas parce qu'on réfléchit qu'on fait pas les choses. Et on fait les choses dans le concret. C'est genre quelque chose de ça. Chaque kick que je t'envoie, ça veut dire t'aurais pu m'envoyer toi le kick. C'est ça l'info que je te donne. Moi, je m'en fous de t'envoyer des kicks. Voilà. Oui. J'ai entendu des choses, ouais, Nico, il a une approche cérébrale. Mais non, il y a une ADN. L'ADN de Benoît, ce qui fait son succès, c'est son agressivité. Maintenant, dans cet ADN qui fait son succès, il a fallu qu'on fasse des réglages. Il y a des positions dans lesquelles il perdait de l'énergie. Il y a des moments où il prenait des risques dans la guerre. Mon but, c'est de diminuer toutes ces zones où il y a des risques. Mon but, c'est de créer tout ça. Son ADN, je ne vais pas la changer. Mon but, c'est d'exploiter au mieux son ADN de guerrier. Peu sont les entraîneurs qui connaîtront ce que Nicolas Haute a connu lors de la soirée Arrest 30 à Paris. Car ce soir-là, ce n'est pas un combattant dont il était le head coach, pas même 2 ni 3, mais 4 qu'il était chargé de mener à la bataille. Elie Makongo, Delphine Benwesh, Wissam Armouche et Baki Baïsongour Shamsoudinov. 4 combattants, 4 styles, 4 caractères, 4 approches différentes, mais un seul objectif pour chaque, la victoire. C'était un exercice pas facile à gérer forcément parce que il y avait 4 combattants à gérer, il y avait une grande disparité dans l'ordre de combat. Ce qui était encore plus compliqué à gérer, c'est que la semaine qui précédait le combat, j'étais au Canada pour le combat de Benoît Saint-Denis. Il y avait un côté super cool, c'était l'aspect synergie et puis en même temps il y a aussi l'organisationnel, faire en sorte que chacun puisse travailler à la hauteur de ce qu'il doit faire pour pouvoir gagner le combat. Maintenant, en termes de résultats, déjà très satisfait de la performance d'Elie qui affronte un kickboxer chevronné qui montre qu'en kickboxing, Elie, en striking, il a un niveau qui est stratosphérique. De manière globale, très fier du travail réalisé par Elie. Delphine, elle a fait une véritable masterclass contre une combattante qui était classée, qui était très solide, très dangereuse au sol. Delphine, elle a fait son meilleur combat pro dans le sens où elle était attendue. Il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient, il y avait une grosse pression. On dit que les diamants naissent sous la pression. C'est vraiment ce qui s'est passé avec Delphine, c'est-à-dire qu'elle a pris cette pression, elle a exécuté à la perfection une très très belle victoire pour son premier combat chez Arès. Très impressionné, très satisfait du travail de Delphine. Troisième combat, on avait Wissam Armouche. On a vu comment Armouche arrivait à imposer sa lutte face à Jordan. Il a fait à Jordan ce que Jordan fait aux autres d'habitude. Malgré ça, on a une fin de combat qui est un petit peu en dents de scie, même si je fais partie de ceux qui voient une victoire de Wissam à l'issue de ce combat. J'aime beaucoup ce précepte du premier PMA qui ose gagne. Et moi je dis souvent en anglais, c'est no risk, no story. Tu peux pas avoir d'histoire sans échec. Quand tu as une carte UFC, qui est le plus haut niveau du MMA mondial, tu as la moitié des combattants qui vont perdre ce soir-là. Si tu combats, tu prends le risque d'échouer. Il n'y a pas de gloire sans échec, il n'y a pas de route sans obstacle. En ce qui concerne Baki, c'est son retour après un an d'absence. Un retour contre un adversaire qui est chevronné, un adversaire qui est classé quasiment comme lui. Baki, il a fait une véritable masterclass, c'est-à-dire qu'il a dominé en boxe, il a dominé en lutte, il a dominé au sol. Il a terminé le combat au 2e round. Donc, très très content de la prestation de Baki. Maintenant, pour la suite, ce qu'il faut, c'est une activité un peu plus fréquente pour que lui s'exprime pleinement dans le combat et qu'il puisse montrer tout ce qu'il est capable de faire.
Dans le chemin d'un combattant et dans le chemin d'un coach, il y a des défaites, il y a des victoires et ça fait partie du trajet. Tu acceptes d'être coach, comme quand tu acceptes d'être combattant, tu as accepté cette partie-là déjà. Je pense que les projecteurs sont là. Je pense que je suis attendu au tournant. Je pense qu'on fait ce métier pour ça. C'est-à-dire que tu peux pas vouloir exceller dans ton métier et le jour où tu as certains des meilleurs combattants du monde qui font appel à toi, te réfugier derrière le fait que ça va être médiatisé et que du coup, tu es obligé d'accepter cette partie de l'équation. Et tu sais, c'est ce que je dis aux combattants, je leur dis, tu sais, la partie médiatique que tu n'aimes pas, les interviews, les face-offs, etc., ça fait partie de ta paye le jour du combat. C'est-à-dire la raison pour laquelle tu es payé comme ça, c'est parce que tu fais tout ça. Et donc je pense que pour un coach qui encadre le haut niveau, la partie médiatique, elle fait partie de ce jeu-là. Maintenant, c'est à nous d'être vigilants. Il y a une sursollicitation des médias. Donc, il faut juste être à la hauteur en termes de travail, en termes de clarté d'esprit, parce que ton esprit doit toujours rester très clair pour continuer à faire du bon travail. C'est ça qui est important. Au cœur du projet d'un coach, il doit y avoir l'athlète.